Ok, il est 19h, du coup, on va bientôt commencer. Et donc, on a un peu plus d'une centaine. Donc, merci à vous d'être là ce soir sur le sujet du solaire au sol chez Enercop. Et donc, moi, je propose de commencer tout de suite. Et puis, s'il y a des personnes qui arrivent après, ben, elles arriveront en cours de route. Donc, avant de débuter le webinaire, donc, grand merci à toutes les personnes qui sont derrière l'écran pour répondre à vos questions, donc on espère nombreuses. Donc, Mathilde Calantucci d'Enercop Midi-Pyrénées, Ludovic Buffier d'Enercop PACA, Milo Monnier d'Enercop Développement, Florian Bertin d'Enercop National, Guillaume Marcenac d'Enercop Développement, Julien Courtel d'Enercop National, Sophie Picard d'Enercop PACA, et clairement, Freddy, c'est moi, d'Enercop Languedoc-Roussillon. Donc, merci aux personnes de l'autre côté et aux personnes qui vont présenter. Donc, ils sont Julien, donc chargé du discours énergie, et Sophie, chargée de projet production. Grand merci à vous deux d'avoir bien voulu jouer le jeu dans ce cycle de webinaire pour les sociétaires du réseau Enercop. Donc, peut-être que c'est la première fois que vous venez à l'un de nos webinaires. Et donc, si c'est le cas, petit point sur qui on est. Et puis, si vous avez, si vous nous connaissez déjà très bien, voilà, ce sera peut-être un peu un rappel. En tout cas, Enercop, donc on est les pionniers, en tout cas, c'est comme ça qu'on parle de nous, des énergies renouvelables locales et citoyennes. Mais pas seulement, c'est parce que on s'est vraiment créé donc en 2005 au moment de l'ouverture du marché de l'électricité. Et nous, voilà, on s'est dit que l'énergie, ça pouvait pas être laissé donc uniquement aux mains des opportunités financières et foncières sans avoir un réel souci des enjeux locaux et citoyens. Donc c'est vraiment la réunion d'acteurs de l'ESS et aussi de l'environnement qui se sont dit que voilà, il y avait vraiment une place à prendre et une manière de se positionner qui était importante sur la question du marché de l'électricité. Donc aujourd'hui, on est un réseau de 11 coopératives réparties sur tout le territoire que vous pouvez voir donc sur la petite image. Donc, quelles activités on porte? Donc, on est bien sûr pas connu principalement et sur des questions de fourniture d'électricité, puisque c'est la raison en fait qui a fait que on est né. Mais en fait, dès le départ, on avait pas mal de services, dont des services de bureaux d'études, de maîtrise de l'énergie, sur la question de la réduction des consommations d'énergie. Sur les questions aussi de production, on a accompagné au départ aussi les collectifs citoyens qui produisent sur le territoire avec énergie partagée. Et aussi, on a une action de sensibilisation, notamment via la vie coopérative. Et c'est dans ce cadre-là qu'on vous donne ce cycle de webinaire. Donc, avant de commencer, un petit sondage pour voir si vous connaissez un peu ce que c'est que la production en propre. Petite question. La production est appelée production en propre lorsqu'une coopérative Enercop investit et exploite directement dans des moyens de production, revend de l'électricité, achète de l'énergie à des producteurs d'énergie verte, ou bien nettoie les panneaux avec du vinaigre blanc. Alors, je mets fin au sondage. Quelques personnes. Hop. Alors, la bonne réponse, c'était investit et exploite directement des moyens de production. Et on a Julien qui va revenir un peu sur les bases voilà, de plein de notions qu'on va utiliser au cours du webinaire. Et donc, c'est important de savoir de quoi on parle. Merci beaucoup, Julien. Ben, merci à toi, Claire. Alors, effectivement, je ne vais pas parler des produits à utiliser pour nettoyer correctement les panneaux.
On va prendre le temps de rentrer ensemble dans le sujet en fait, du jour, le solaire au sol, puisque ça va être un angle assez précis qui est l'angle du métier du développement de projet. Et pour y aller ensemble, on va cadrer tout ça et en commençant par des définitions pour bien faire la part des choses entre différentes activités. Enercop a une activité de fourniture d'électricité et on en entend beaucoup parler pour ça. L'activité de fourniture, c'est-à-dire de vendre de l'électricité à des gens qui vont payer des factures, des particuliers, des entreprises ou des collectivités. Probablement que vous en faites partie ou qu'une grande partie d'entre vous en fait partie. Et pour ce qu'on va commercialiser à travers ces factures, eh bien, c'est de l'électricité qu'on achète à des producteurs, encore en minorité à des sites qui sont développés par Enercop. Et cette électricité qu'on achète, c'est ce qu'on va appeler l'approvisionnement. Donc l'approvisionnement sert à alimenter l'offre de fourniture que nous avons. Cela dit, ça n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. On va plutôt se concentrer sur une activité qui est l'activité de production d'abord. Production, c'est-à-dire détenir des installations et en fait les exploiter pour produire nous-mêmes de l'électricité. Et pour être dans cette activité de production, en fait, on va se concentrer encore plus particulièrement sur une autre activité qui est le développement de projet. Le développement de projet, ça veut dire euh, être les personnes, être l'entreprise qui, en fait, pense et construit les sites de production qui vont servir à la production. Et idéalement, du coup, dans un schéma Enercop un peu complet, on va faire du développement, c'est-à-dire faire sortir des projets pour accompagner notre activité de production afin d'approvisionner la coopérative Enercop dans son activité de fourniture. Donc, ce sont les mots avec lesquels on va un peu jongler. Et aujourd'hui, on va être surtout sur le développement. Pour avoir un petit état des lieux un peu, et pourquoi on en parle aujourd'hui de cette activité de développement et de production en propre au sein d'Enercop, eh ben, pour l'instant, il y a une activité de développement dans toutes les Enercop locales, dans ces 11 Enercop locales dont parlait Claire en introduction. Et c'est en fait une activité qui existe même depuis plusieurs années. Alors, on a beaucoup parlé de Enercop Midi-Pyrénées, par exemple, qui est très active pour déployer des installations au sol solaire. Enercop Nord-Est a sorti une éolienne de terre il y a déjà quelques années et ça essaime un peu partout. Aujourd'hui, on vient aussi avec ce sujet parce que cette activité s'accélère grandement dans le réseau. Elle s'accélère et déjà, il y a un premier mouvement qui est lancé, qui est une sorte de mutualisation des outils, des moyens et des pratiques entre les coopératives locales. Un des symptômes aussi de cette accélération de cette activité de développement, c'est qu'il y a eu beaucoup de recrutement sur les semaines et les mois passés pour cette activité. Si vous avez été sur nos pages internet de recrutement, mais il y a eu beaucoup d'annonces pour aller en ce sens. Et finalement, il y a aussi beaucoup de projets qui sont lancés, qui sont encore à leur début, un peu partout dans le réseau. Alors, j'ai mis dans les plans, je ne vais pas les lire de manière fastidieuse, mais quelques ordres de grandeur. L'unité de capacité des installations, ça va être le mégawatt crête pour le solaire. Un mégawatt crête, ça représente à peu près un hectare, soit 10 000 mètres carrés. C'est pour essayer d'imaginer les superficies pour qu'on les ait en tête quand on va parler. Ça fait à peu près un terrain de rugby. Ça va correspondre à la consommation à peu près de 350 à 500 foyers. Voilà, ça, ce sont des chiffres à la grosse louche pour qu'on parle à peu près de la même chose tout à l'heure. Claire, tu peux passer à la planche d'après. Oui, merci beaucoup Julien. Juste, je me permets de rappeler aux gens que vous pouvez poser des questions sur le module questions et réponses et que on y répondra et qu'il y a des personnes qui sont voilà, derrière pour répondre aussi aux questions en direct pour vous permettre de ne pas perdre le fil de l'explication. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Et je passe à la planche suivante. Merci. Alors, on va tout de suite aborder une question qui nous est souvent posée. Là, on va parler de l'activité de développement et plus spécifiquement du développement des projets au sol. Et alors, pourquoi faire du photovoltaïque au sol? Pourquoi faire du solaire au sol? Eh ben, déjà, tout simplement pour qu'il y ait plus de photovoltaïque en France. Euh, Pourquoi? Eh ben, déjà, la France est plutôt en retard sur ses objectifs de déploiement des énergies renouvelables. Et a priori, en plus, le projet Enercop est basé sur une vision d'une France 100% renouvelable. Donc du photovoltaïque au sol, eh ben, pour atteindre ces objectifs, même basé sur un scénario négawatt qui va mettre en avant la sobriété et l'efficacité avant tout, eh ben, il va probablement falloir aller sur, et même certainement aller sur du solaire au sol. Et une question qui revient aussi, c'est est-ce que les toitures
ne suffirait pas. Dans le cadre de cette transition énergétique française, la réponse est malheureusement non. Pour un effet volume, pour avoir une quantité suffisante d'électricité renouvelable venant du solaire, il va falloir passer pour des centrales au sol, d'autant qu'il y a pas mal de toitures qui ne sont pas disponibles pour accueillir du solaire. Par exemple, si elles sont trop fragiles, ou alors s'il faut passer par du désamiantage, c'est compliqué d'aller sur ces toitures. Et puis, in fine, cela fait que les projets sur les toitures sont aussi plus coûteux et sont pour l'instant incompatibles avec un coût d'approvisionnement raisonnable pour le fournisseur Enercop. Alors, ça ne veut pas dire du tout que Enercop va délaisser ces segments-là sur les côtés. Enercop est aussi très actif justement pour dynamiser le déploiement du solaire sur les toitures, que ce soit déjà par l'achat d'électricité ou par cette activité de production. Nos camarades de Bretagne ont mis en service il n'y a pas très longtemps une installation sur une toiture qui maintenant approvisionne le fournisseur. On va aussi sur des projets de taille réduite, entre 250 kg et 1 MW sur le sol. Et puis, et c'est peut-être justement pour ça qu'il y a un enjeu à faire un webinaire sur le sujet, on va aller sur des installations un peu plus grosses aussi, toute proportion gardée. On va parler de quelques mégawatts crête, on ne va pas non plus parler de giga-projets, par exemple de 1 gigawatt crête, comme ça peut arriver. Voilà, donc ça c'était un peu pour cadrer aussi le sujet de pourquoi on parle du photovoltaïque au sol maintenant. Et on peut passer à la planche suivante qui sera présentée par Sophie. Bonjour à tous. Voilà, chargée de projet chez Enercop PACA. Ravie d'être là ce soir avec vous. Voilà, donc j'enchaîne. Comme tout projet soumis à évaluation environnementale, en fait, il existe pour les parcs au sol une réglementation qui est assez exigeante déjà. Donc là, c'est vraiment un préalable à ce qui va suivre. Donc, tous les développeurs photovoltaïques sont soumis à cette réglementation. Donc, c'est ce qui permet d'obtenir les permis de construire notamment. Et donc, dans ces exigences, on compte notamment les études d'impact qui sont nécessaires pour l'obtention du permis de construire. Les études d'impact vont évaluer l'impact écologique, paysager, social, voilà, des projets. Cette étude d'impact comprend une séquence ERC, donc éviter, réduire et compenser. Donc éviter, ça va être par exemple éviter de s'implanter sur une partie du terrain où on a constaté la présence d'une espèce en voie de disparition ou éviter complètement de faire le projet d'ailleurs. Réduire, ça peut être réduire l'impact. Donc on va par exemple aménager le calendrier de chantier pour éviter de faire venir notamment les camions et d'aménager le parc au sol en plein printemps. Donc, voilà. Et puis, on a là aussi la séquence compensée qui va faire en sorte qu'on puisse compenser les impacts qu'on n'aura pas pu éviter. Et notamment, dans le cas d'un défrichement, ça peut être la replantation, ça peut être aménager des zones humides, par exemple, quand on a constaté qu'il y avait la présence de salamandres, etc. Donc, du coup, ce cadre, cette séquence SRC, elle fait partie systématiquement des études d'impact. Et donc, ce qui est obligatoire aussi dans ce type de projet, c'est l'enquête publique, voilà, pour une information du territoire sur le projet qui va être développé juste sur le territoire. Donc ça, c'est ce qui fait que le développement et l'instruction des projets prend beaucoup de temps. Sur ces typologies de projets qui sont de l'ordre du mégawatt, le développement prend entre 3 et 5 ans. J'ai pas fini. Voilà. Alors que l'émergence, on est plus sur quelques mois et la construction aussi, on est plus sur quelques mois. Voilà, tu peux passer à la slide suivante. Voilà, donc la problématique qui se pose, parce que comme tous les développeurs sont soumis à cette réglementation assez exigeante, c'est qu'est-ce qu'on fait nous chez Enercop pour garantir que notre activité de développement réponde à nos attentes écologiques, sociales et environnementales qui sont fortes dans notre coopérative, dans notre réseau de coopératives. Donc, on va
pouvoir répondre un peu à cette problématique avec deux parties qui vont suivre. Donc, déjà, la méthode ENERCOP, c'est de mettre le paquet sur la concertation, donc avec une boîte à outils pour piloter les choix et décisions. Et une deuxième partie sur l'évaluation au mieux des impacts environnementaux pour prendre nos décisions sur le fait d'aller sur des projets ou pas. Alors, comme le dit le titre du webinaire, on ne parlera pas d'éolien, d'hydroélectricité ou de la biomasse, ça concerne uniquement les parcs au sol photovoltaïques. On ne rentrera pas dans le détail des modèles économiques de projet. C'est une formation en soi. Donc, voilà. Et puis, on ne parlera pas non plus de l'organisation de l'activité de production chez ENERCOP, qui justement est en train de se structurer et qui commence à bien fonctionner. On peut passer. Voilà, merci beaucoup, Sophie. Il y avait une deuxième question, il y en a une pour chaque partie, donc avant de débuter la suite. Voilà, hop. Donc, hop, la deuxième question, c'est selon quelle étude un projet d'ENR citoyen rapporte 2,5 fois plus qu'un projet d'ENR classique? Attention, il y a une seule bonne réponse. Est-ce que c'est Énergie partagée en 2019? Est-ce que c'est France Nature Environnement en 2015? Est-ce que c'est Courtel et Manfredi en 2022? Ou est-ce que c'est la SFEN en 2019 qui n'a jamais été publiée? Je laisse encore 30 petites secondes à peine. Et vous avez globalement la bonne réponse, c'est l'étude d'énergie partagée. Et donc, on va pouvoir vous en dire plus dans la suite. Voilà, donc la spécificité, en tout cas, ce qu'on est en train de construire chez ENERCOP, c'est d'aller vers une concertation optimum, en tout cas d'aller le plus loin possible dans l'échelle de graduation du niveau d'implication des citoyens et des élus. D'ailleurs, on voit l'échelle de la démocratie participative, là, une petite illustration. Et donc, plus on gravit les échelons, et plus on va loin dans le processus de concertation. Donc, en partant de la simple information. Alors, l'information, ça c'est aussi fait par les développeurs classiques via l'enquête publique, qui en soi est une information où les gens peuvent poser leurs questions, on leur apporte la réponse dans la mesure du possible. Bon, nous, chez ENERCOP, l'information, elle se fait avec non seulement via les réunions publiques, parce qu'on en fait plusieurs, mais aussi via des formats qui sont un petit peu différents, un petit peu plus ludiques, comme par exemple des visites de sites, où on invite les écologues à venir intervenir sur les recensements qui ont été réalisés. Ça peut être aussi via des ciné-débats, où justement on laisse aussi la parole, l'expression des habitants se faire. Donc voilà, ça c'est les différentes méthodes qu'on a d'informer. On a plein d'autres, je ne vais pas toutes les citer. Là, c'est vraiment le minimum de la concertation. Si on veut aller plus loin, et notamment c'est un peu l'ambition d'ENERCOP, on va vers la coélaboration. Donc là, on réfléchit avec les habitants et les élus, on construit, on propose. En fait, c'est la préparation à la décision. Donc ça peut se faire via notamment des ateliers thématiques en petits groupes et donc notamment sur les impacts environnementaux, donc ça c'est la collaboration. Ça peut être par exemple proposer des séquences ERC qui sont beaucoup plus adaptées que ce que pourrait proposer le bureau d'études qui n'est pas forcément sur le territoire en plus. Donc voilà, ça c'est un exemple de coélaboration. Et si on veut aller encore plus loin, on a la codécision, où là c'est vraiment une démarche partagée de prise de décision à laquelle les habitants prennent part. Et donc cette codécision, elle ne peut se faire qu'en connaissance de cause. Donc
à condition que voilà, ce groupe d'habitants et d'élus soit bien formé, bien informé sur le projet. Et donc, on peut citer, par exemple, le choix d'implantation des panneaux en fonction des différents enjeux économiques, environnementaux, paysagers et techniques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut laisser au territoire. Et on va dire l'Éden, l'idéal, c'est la co-réalisation, ce qui commence à se faire avec des exemples de contrôle étroit qui commencent, voilà, c'est des projets qui se pratiquent de plus en plus chez NERCOP, où on a vraiment l'association, enfin la collectivité co-réalise le projet avec nous. Voilà, je peux passer la slide. Et donc, ce qu'on fait aussi systématiquement dans les projets NERCOP, c'est l'ouverture du capital et de la gouvernance de la société de projet qui va exploiter la centrale. Donc, la gouvernance pour un contrôle des collectivités et des collectifs citoyens sur les grandes décisions qui concernent le projet. Voilà, donc les collectivités, systématiquement, dès le développement, on leur propose de rentrer. Les collectifs citoyens, c'est au cas par cas, suivant voilà, s'il y a déjà la présence d'une coopérative sur le terrain ou pas, etc. Et puis, l'ouverture du capital, ça permet notamment de multiplier les retombées économiques locales, puisqu'on a non seulement les loyers et les taxes, mais on a les revenus aussi sur l'investissement qui reviennent dans la poche du territoire, ce qu'on appelle les dividendes communément. Et le fait d'avoir aussi le territoire qui prend part aux décisions, ça permet de favoriser les emplois locaux, notamment pour voilà, tout ce qui est prestations de bureau d'études, les prestations aussi VRD, le chantier. Voilà, donc on est aussi sur cette logique-là de plutôt relocaliser vraiment le développement et la construction du projet. Donc un projet citoyen, c'est 2,5 fois plus de retombées économiques locales qu'un projet classique selon énergie partagée. C'est bien ça la réponse à la question de tout à l'heure. Donc, comme exemple, on peut citer le projet de Saint-Paul-les-Dax en Nouvelle-Aquitaine. Donc, la puissance est environ 5 MW crête. Donc là, c'est un projet qui est initié par la commune et piloté par la commune. Et donc, ce qui a été choisi, c'est de partir en contrôle étroit avec cette commune. Donc, c'est un terme juridique qui fait que la commune doit avoir un poids important et notamment aucune décision importante ne peut être prise sans l'aval de la commune. Et la répartition dans le capital et la gouvernance est favorable à la commune. Donc, il y a au moins 20% du capital qui est détenu par la commune. Et ici, dans cet exemple de Saint-Paul-les-Dax, on a 31% détenus par la commune, 34% par NERCOP Nouvelle-Aquitaine et 34% par Énercité, qui était l'outil d'investissement géré par Énergie Partagée. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail d'Énercité, ce n'est pas l'objet. Voilà. Alors, une fois qu'on a décidé de toute manière d'ouvrir la gouvernance et le capital d'une société de projet, ça veut dire qu'on partage cette société, on partage ce projet, et donc la transparence, elle est complètement nécessaire et indispensable pour que les partenaires comprennent bien le projet. Si on a des élus qui sont autour de table des comités de pilotage, il faut s'assurer qu'ils comprennent vraiment les enjeux et notamment aussi les modèles économiques, puisque nous, notre marque de fabrique, c'est aussi de jouer carte sur table et de, à minima, ouvrir les documents économiques et les travailler avec les partenaires. Et souvent, ce n'est pas suffisant, puisqu'il faut des sessions de formation dédiées pour que les collectivités s'approprient ces modèles économiques, comprennent voilà, tous les termes sur la rentabilité, etc. Donc, on propose aussi des sessions de formation pour les partenaires pour qu'ils puissent monter en compétences et donc s'approprier le projet comme le leur. Voilà. Donc, alors effectivement, les habitants qui participent et qui du coup réagissent au projet
pour le chargé de concertation, c'est une bonne nouvelle. C'est plus, on va dire, enfin, voilà, un projet sur lequel il ne se passe rien, ça veut dire que les gens s'en foutent. Donc là, le fait que le territoire réagisse, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, donc, on va dire le préalable à la concertation, c'est vraiment de se rendre compte de quels sont les acteurs en présence sur le territoire et anticiper le jeu d'acteurs, c'est-à-dire anticiper les relations entre les acteurs, leur niveau, leur positionnement sur le projet, favorable, neutre, défavorable, savoir si c'est des gens, enfin des structures ou des personnes qui vont avoir de l'influence sur le projet. On va aussi identifier celles qui sont les plus impactées par le projet. Et donc, pourquoi on fait ça? Donc, on fait ça déjà par une étude de contexte qui se traduit par des entretiens en bilatéral avec chacun de ces acteurs qui sont identifiés sur le territoire. Et pourquoi on fait ça? Parce que ça permet après de développer la stratégie de concertation. Parce que justement, on va pouvoir identifier les opposants qui sont catégoriques et qui ne bougeront pas, qui ne changeront pas d'avis, les personnes qui ont de l'appréhension et qu'il faut rassurer. On va aussi voir les structures ou les acteurs qui sont favorables et qui ont de l'influence et qui peuvent notamment faire boule de neige et influencer les autres associations, les autres acteurs locaux sur le projet. Voilà, donc le mot d'ordre, faire confiance au groupe. Alors, c'est vrai que parfois, on aurait tendance à se dire « Ouh là là, dans mon étude de contexte, j'ai identifié pas mal d'opposants et ils ont l'air assez catégoriques. Est-ce que vraiment on fait une réunion publique, en plus de la réunion publique obligatoire, hein, est-ce qu'on fait une réunion publique en amont pour présenter le projet? On va se prendre des coups de bâton. Moi, pour le retour d'expérience, je pense qu'effectivement, faire confiance au groupe, c'est la solution, c'est-à-dire de dire, oui, on fait une réunion publique, déjà pour apporter des informations objectives. Et l'idée, c'est d'inviter dans cette réunion publique des experts qui peuvent être notamment l'Adréal, qui peuvent être l'ONF, qui peuvent être... pour apporter de l'objectivité au maximum et replacer les choses dans leur contexte. Et ça peut aussi, si les personnes s'expriment et posent des questions, on peut comprendre en fait leurs inquiétudes, on peut comprendre, ça permet aussi de pouvoir identifier ce qu'il y a derrière l'opposition. Donc voilà, l'idée c'est de concerter au maximum, quel que soit le contexte, et même si on a la plus forte, la plus féroce des oppositions. Voilà, et puis là, du coup, une petite slide pour vous expliquer un petit peu les différentes critiques qu'on peut avoir, notamment en réunion publique. Ça peut être des critiques du projet. Donc, les gens peuvent être, par exemple, favorables aux énergies renouvelables, mais contre le projet qui est en train de se développer. Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas été assez concertés ou assez informés. Donc, généralement, on peut toujours espérer pouvoir ramener ces gens et les convertir en favorables au projet, on va dire. La critique sur les énergies renouvelables de manière générale, là, si c'est une opposition de principe aux énergies renouvelables, on ne va pas trop passer d'énergie à convaincre ces personnes-là, ça va être quand même assez compliqué. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur apporter de l'information, mais on ne va pas pouvoir les associer, notamment dans les ateliers thématiques où on veut quand même que ce soit constructif. Voilà. Et on a aussi des critiques de OK, mais pas chez moi, donc not in my backyard. Et donc là, c'est vraiment de rassurer les riverains et peut-être d'essayer de travailler avec eux la réduction des impacts puisque c'est eux qui sont directement concernés et impactés par le projet. Donc voir comment on peut trouver des terrains d'entente, par exemple. Donc ça va être du bilatéral, ou en tout cas on va aller les rencontrer, on va les soigner spécifiquement ces oppositions-là. Après, il y a des oppositions politiques. Ça peut être simplement que c'est le projet
de l'autre partie et je suis contre, voilà, je suis contre de principe parce que politiquement, voilà, je suis opposée. Donc ça, c'est assez compliqué à gérer et souvent il faut en référer du coup au niveau supérieur, donc à l'État ou plus haut pour pouvoir régler ce type de position, surtout si elles sont bloquantes pour le projet. Voilà. Et on a un dernier type de critique. Enfin, en général, on peut avoir des critiques sur la méthodologie de concertation. Et donc, voilà, se faire peut-être aussi reprocher de pas avoir assez informé, de pas avoir assez concerté. Donc là, c'est vraiment de remettre tout à zéro et retravailler la méthode avec ces personnes-là. Je te laisse prendre la parole, du coup, Julien, sur la suite. Oui, alors il y avait une dernière question, du coup je la fais Oui. pour réintroduire le sujet. Hop, c'est la dernière. Qu'est-ce qu'un pieu battu? Alors, un pieu battu, c'est un pied de fixation pour panneaux solaires en montagne. Est-ce que c'est un pied de fixation pour panneaux solaires qui va très profond dans le sol ou un pied de fixation pour panneaux solaires qui s'oriente avec le soleil ou bien une technique militaire pour faire son lit? Allez, je laisse pas beaucoup de temps parce que le temps passe très vite. Hop, je mets fin au sondage. 3, 2, 1. Je pense que vous avez tous, 87% la bonne réponse. C'est bien ceux qui vont très profond dans le sol pour éviter d'avoir recours au béton. Et je laisse Julien prendre la parole sur Oui, la suite. merci. Et ben, du coup, je vais prendre la suite de ce que disait Sophie. Et en fait, tout ce que Sophie a apporté, ce sont en fait des bonnes pratiques à mettre en place pour être bien sûr qu'en fait, pour chaque projet, il y ait la bonne réponse. Et la bonne réponse est celle qui prend soin de l'environnement. En fait, animer la concertation et être bien sûr que la décision est partagée, c'est ce qui va nous permettre, quand il y a un projet qui est développé quelque part en France par Enercop ou une Enercop locale, eh bien, de faire dans la dentelle, c'est-à-dire que le projet soit, la décision du projet soit centrée sur ce projet en lui-même. Donc, là, je vais passer un tout petit peu en revue les différents types de sols et peut-être de terrain et justement comment on peut y répondre. Mais finalement, je vais aller du coup encore un peu plus loin que ce que disait Sophie aussi sur les partenaires auprès desquels on va aller pour prendre de l'information. Et typiquement, eh ben, si Enercop développe un projet quelque part, il y a aussi des associations qu'on va contacter, avec lesquels on va entrer en dialogue pour avoir leur vision sur le projet. Ces associations, ça va être des associations environnementales et soit leur branche locale si ce sont des structures nationales, soit des associations directement locales. Il y a quelques exemples à travers les logos ici. Donc, à la fois pour que ces associations aient bien, une vision très claire du site, de l'endroit auquel un projet pourrait être développé, et en plus pour que ces associations apportent des compétences de métier que nous n'avons pas forcément. Par exemple, être écologue. Donc aller voir ces associations, ça veut déjà dire dialoguer avec elles pour avoir leur point de vue. Ça peut aussi vouloir dire leur proposer de constituer un groupe de travail pour voir quels peuvent être tous les enjeux écologiques sur un site précis. Éventuellement, est-ce qu'il y a des réponses qui nous seraient acceptables à y apporter? Voilà. Donc ça, c'est le premier pas déjà pour répondre un peu à des enjeux environnementaux sur les sites. Et je vais passer un peu sur les types de sols et on peut passer à la planche suivante pour voir un peu justement comment on va se placer. Donc on peut déjà classer, disons, trois grandes catégories de terrain et
je divulgage. Il y en aura un 4e sur la planche d'après qui est justement dédié à l'agrivoltaïque. Donc là, sur les 3 types de terrains, il y a d'abord les terrains fortement anthropisés. Disons des terrains qui ont été très fortement dégradés, par exemple des carrières, des décharges, des friches et qui sont laissés tels quels et en très mauvais état. Ben ça va être un terrain privilégié déjà pour aller y développer des projets. Et c'est les premiers terrains sur lesquels Enercop s'est placé justement pour pouvoir développer des projets. Après, il faut savoir qu'il y a des bases de données nationales et publiques qui existent pour recenser ces sites. Et du coup, eh bien, tous nos concurrents développeurs vont également aller sur ces sites. Et ça fait depuis quelques années. Ensuite, il y a une catégorie de terrain qui est justement sur lesquels il faut faire beaucoup plus attention. Sur les terrains que je dirais anthropisés, renaturalisés, par exemple ces carrières ou décharges, mais qui sont à l'abandon depuis tellement longtemps que la nature a un peu repris ses droits dessus. Et avec ça, on peut mettre des terrains où des enjeux écologiques sont très très faibles. Et ben, c'est justement pour ce type de terrain que toutes les méthodes et toute la méthodologie qui a été présentée par Sophie va être utile pour prendre une bonne décision. Une bonne décision, c'est est-ce qu'on fait le projet? Est-ce qu'on ne le fait pas? Ou est-ce qu'on l'adapte pour être bien sûr de concilier les enjeux environnementaux avec les enjeux de production renouvelable? Et ça, c'est des questions qui vont se poser à chaque projet et qui vont vraiment devoir être traitées au cas par cas. Par exemple, ce que j'aimais bien dans un des exemples que donnait Sophie, c'était le territoire de Chaninck. Une fois que tous les éléments pour bien évaluer le projet ont été rassemblés, ce sont les participants au projet qui ont pu décider de la taille du projet, qui ont pu décider si vous voulez un projet de 2 mégas, 3, 4 ou 8. Si le projet avait fait 8 mégas, les impacts sur l'environnement auraient été plus importants, mais surtout avec cette taille-là, il aurait touché des enjeux un peu plus critiques, peut-être des espèces à protéger plus. Donc c'est par cet outil de rassemblement de l'information et de concertation que finalement, il a été décidé, grâce à la concertation, qu'on n'irait pas vers la taille maximale du projet et qu'on irait, je crois, juste vers la solution de 4 mégas et pas celle de 8. Donc c'est ici que tout ça, toute cette approche, toute cette méthodologie Enercop permet de faire dans la dentelle. Puis après, j'ai mis une autre catégorie de terrains qui sont les terrains à fort enjeu naturel. Par exemple, les zones Natura 2000, ça c'est évidemment une bonne pratique de ne pas y aller. Et ça me semble évident à dire. Finalement, ce n'était pas évident pour tout le monde. Ce n'était pas évident en 2006, par exemple. Et pour l'instant, il y a beaucoup d'enjeux environnementaux sur des terrains qui ont été construits il y a déjà plusieurs années, qui sont sur ces zones-là. Et les conséquences pour la biodiversité sont dramatiques. Donc évidemment, sur les terrains à fort enjeu, qui sont classés en plus comme tels, on ne va pas y aller. Et ensuite, et tu peux passer à la planche suivante, il y a le cas de l'agrivoltaïque. Et là, la valeur du terrain ne va pas tellement être une valeur qu'on peut qualifier de naturel, mais plutôt sur un conflit d'usage entre un terrain qui peut servir à l'agriculture et un terrain qui peut servir à produire de l'énergie renouvelable. L'agrivoltaïsme, en gros, c'est comment on fait sur un terrain pour concilier les deux activités, l'agriculture et la production d'énergie renouvelable. A priori, au début, chez Enercop, on n'avait pas forcément envisagé de trop se positionner sur le segment. Et finalement, la question nous est venue parce qu'on a des sociétaires agriculteurs qui nous ont dit explorons ça ensemble. Comment est-ce qu'on fait un projet agrivoltaïque qui mélange à la fois agriculture et production d'électricité solaire? Alors, on s'est posé la question et en fait, on est encore en train de se la poser. Pour l'instant, le cadre de savoir comment on pourrait faire ça, il est en construction. Et les questions qu'on se pose, je les pose ici. Disons que la ligne rouge, c'est comment est-ce qu'on fait un projet gagnant-gagnant. C'est-à-dire comment est-ce que la qualité agricole du terrain, elle est maintenue, voire elle est améliorée grâce aux projets d'énergie renouvelable qui pourraient être dessus. Par exemple, par des jeux d'ombrage. Pour faire ça, comment est-ce qu'on établit si un projet est gagnant-gagnant? On peut par exemple consacrer une partie témoin du projet pour voir comment évolue la terre agricole sans photovoltaïque par-dessus par rapport à la zone où il y en a. Et être bien sûr qu'on répond à la promesse de gagnant-gagnant. On va se poser la question avec quel genre de partenaire on aurait envie de faire des projets agrivoltaïques. Pour l'instant, on va plutôt se limiter aux sociétaires ou aux personnes proches de notre écosystème.
Puis on va se poser un peu les questions aussi technologiques. Est-ce qu'on a envie de faire des projets low-tech ou plutôt de faire des projets très intensifs en électronique de pointe? Donc tout ça, on est vraiment en train de cadrer le projet. Et le cadrer, eh ben, ça fait partie du moment que j'annonçais en introduction. Par exemple, on a fait un recrutement justement d'une personne qui sera là, recrutée exprès pour se poser cette question. Voilà, donc ça, c'est pour vous dire un peu, ces deux planches, qu'on est vraiment à la fois au cas par cas et à la fois un peu dans la construction. Et du coup, on peut aller à la planche d'après qui va quasiment clôturer cette partie avant la vraie clôture. C'est une fois que j'ai dit tout ça, est-ce que c'est des belles paroles? Est-ce qu'une fois que Sophie a dit tout ça, c'est pour nous faire plaisir et pour greenwasher les gens? Peut-être que la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'on est capable de dire non? Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a déjà refusé un projet parce que justement, ce projet avait des impacts trop forts? Alors là, j'apporte deux éléments de réponse. D'abord, il faut savoir que c'est un sujet qui est important pour tout le monde chez NRCOP. Et que ce soit dans les NRCOP locales, que ce soit dans les NRCOP nationales, eh ben, il y a beaucoup de vigilance là-dessus, de un peu toutes les instances. Donc, il y a beaucoup de garde-fous, en fait, de gens qui peuvent stopper dans les structures d'NRCOP les projets en disant, mais non, là, les impacts sont trop grands par rapport aux gens qui ont une fonction un peu plus opérationnelle et qui pourraient avoir le nez un peu trop dans le guidon. Ça permet de prendre du recul et éventuellement de mettre un stop dedans. Par exemple, chez nos collègues de Midi-Pyrénées, il y a un comité environnemental et ce sont des sociétaires qui sont recrutés et qui peuvent mettre leur stop sur le projet. En PACA, eh ben, c'est le conseil d'administration qui a envie d'avoir une vision un peu projet par projet. Voilà. Et donc, il y a un peu tous ces comités qui peuvent se mettre en place. Alors la réponse, est-ce qu'on est capable de dire non? Et ben, du coup, la réponse est donc oui, on peut dire non. Et c'est déjà arrivé. On a déjà mis des projets de côté parce que les impacts environnementaux nous semblaient trop importants. Alors en général, c'est arrivé plutôt au tout début des projets, avant de longues études. La réponse était évidente, elle était vraiment sous les yeux. Non, là, ce projet, ça ne peut pas aller. Les impacts vont être, ça va être n'importe quoi. Donc, il n'y a pas encore eu forcément un stop au bout de beaucoup d'années de développement, pas pour les enjeux environnementaux en tout cas. Mais du coup, c'est une question qu'on va pouvoir garder en tête pour un peu toute la suite de l'aventure NRCOP sur ce développement des projets au sol. Et du coup, on va pouvoir passer à la conclusion. Je vais la commencer et peut-être, Sophie, si tu veux, tu pourras prendre le relais. Pour l'instant, il y a un enjeu dans cette activité de développement, c'est que c'est un environnement extrêmement concurrentiel. Face à NRCOP, il y a beaucoup de développeurs. Déjà, il y a des grandes entreprises, il y a EDF, il y a Engie, il y a Total, qui vont aller sur les mêmes, qui vont essayer d'aller sur les mêmes terrains et qui vont arriver avec leurs gros sabots. Il y a aussi des petits développeurs. Donc en fait, on est en concurrence avec tous ces gens-là et c'est une activité qui est déjà bien lancée et chez eux qui est même présente depuis plusieurs années. Le nœud de la concurrence entre toutes ces entreprises qui font du développement, c'est au début des projets, c'est quand il faut ce qu'on appelle sécuriser un terrain. C'est dire, OK, ce terrain, on va pouvoir imaginer un projet dessus. On peut lancer un peu toutes les études une fois qu'on a un peu sécurisé ce terrain. Et en face de nous, eh ben, il y a à la fois des entreprises qui ont énormément de gens pour chercher des terrains et des entreprises qui ont les moyens ou qui annoncent des prix, par exemple, de location qui sont très, très élevés et parfois même, à notre avis, intenables par rapport à ce qu'on peut imaginer dans un modèle économique d'un projet. Donc nous, c'est pour ça, en fait, par rapport à tout ça, NRCOP, on a une force. Et bien là-dessus, ça, c'est les sociétaires. Donc en parallèle de tout ça, en parallèle de toute cette co-construction, on est en train de construire des outils qui pourront aider les sociétaires éventuellement à nous aider sur cette recherche de terrain propice pour que ce soit nous qui y allions et pas cette concurrence-là. Si vous avez des contacts d'ailleurs dans les collectivités locales, si vous habitez dans une ville où les élus se demandent comment faire un projet photovoltaïque sur un terrain, eh ben, ils peuvent penser à nous parce qu'on a une méthode assez différente à proposer et à apporter. Et ça peut être pareil auprès des propriétaires privés. Je vais m'arrêter là. Sophie, si tu veux compléter, tu peux. Et puis sinon, il est déjà plus que temps des questions-réponses. Oui, non, je voulais juste dire que, enfin, je ne sais pas si tu l'as souligné, que
Effectivement, pour aller rencontrer sa collectivité, enfin sa commune, ou prendre contact auprès d'un propriétaire privé, il faut avoir un discours. Donc l'idée, c'était aussi de travailler sur une boîte à outils pour permettre aux sociétaires qui le souhaitent d'avoir justement les arguments pour convaincre, etc. Et puis, bon, on a aussi des méthodologies de prospection cartographique, donc à voir si c'est une montée en compétences qu'on pourra partager peut-être avec les sociétaires. Voilà, ça, c'est en train de se construire, mais en tout cas, voilà, nous, notre force, c'est les sociétaires. Et moi, sur les projets qu'on développe en PACA, ils nous sont enfin, c'est vraiment une force, quoi, parce que dans les projets, ils font partie des comités de suivi. Donc, il y a des groupes de suivi d'habitants qui suivent les projets de A à Z. Et en fait, souvent, c'est des sociétaires Enercop qui en font partie et qui s'impliquent vraiment dans le projet, qui donnent leur avis, qui co-construisent le projet avec nous. Et ça, on est très preneurs de cette implication et de cette... voilà, de cette voilà, donc n'hésitez pas, surtout, on reviendra vers vous là-dessus. Merci beaucoup Sophie, et on va répondre aux questions. On risque d'avoir quelques minutes de décalage avec la fin prévue. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez complexe et du coup vous avez plein de questions, donc c'est vraiment super. Si jamais il y a des questions auxquelles vous sentez qu'on n'a pas suffisamment répondu, n'hésitez pas à les reposer sur le village. C'est aussi fait pour ça. Donc je vais prendre une première question donc, qui est sur la partie 1. Et Arénie nous a déjà un petit peu répondu. Ok, je vais prendre celle de Quentin. Donc, le mégawatt crête est-il représentatif de la capacité réelle de production, ou est-ce le maximum de production mais rarement atteint? Oui, alors le mégawatt crête ou le watt crête, en tout cas, c'est une unité de puissance. Et le crête signifie, c'est vraiment dans les conditions standards, donc à 25 degrés, avec une turbidité de l'air maximum. Enfin, effectivement, le watt crête permet de comparer les centrales entre elles, et c'est plutôt un maximum de puissance installée. Et donc après, il faut le mettre en... Enfin voilà, les conditions ne sont pas tout le temps de 25 degrés. Quand on monte à plus, la centrale fonctionne moins. Enfin, effectivement, donc voilà, il faut le mettre avec les conditions réelles de terrain. Et ça donne. Enfin voilà, on le sait grâce au productible, donc en kilowattheure par kilowatt crête, on va pouvoir calculer l'énergie produite par une centrale. Et ça va dépendre vraiment de la localisation géographique de ces centrales. Ok, merci beaucoup Sophie. Une question de Thierry, donc plutôt sur la deuxième partie. Comment expliquez-vous que des projets PV soient au sol à la place de forêt, alors que des études d'impact sont très sévères, comme vous l'avez expliqué? Oui. Alors, sur l'étude d'impact, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fait, ces projets-là, de toute manière, doivent sortir déjà pour diversifier le mix énergétique. Et donc, le principe, c'est de les installer au mieux, c'est-à-dire au moins pire. Et dans ce cas-là, si c'est effectivement une zone naturelle qui est choisie, et notamment couverte de forêt, l'étude d'impact, elle va étudier les enjeux écologiques de cette forêt, c'est-à-dire voir la qualité de la forêt. Ça va rentrer un peu dans le détail de quelles espèces, est-ce qu'il y a de la biodiversité dans cette forêt. Et c'est pas évident, en fait. Il y a des forêts qui sont constituées notamment d'espèces invasives, qui sont monoespèces. Donc, on va avoir, par exemple, des forêts où il y a un seul type d'arbre, sans sous-bois, avec des sols un peu pauvres, des sols
qui sont pas propices du coup à la biodiversité. En général, les forêts en bonne santé, c'est quand elles ont beaucoup de sous-bois dans lesquels peuvent se cacher notamment les espèces, etc. Et notamment les recensements faune-flore peuvent faire ressortir que les espèces se retrouvent plutôt en orée de forêt que en plein cœur de la forêt où finalement il peut y avoir peu d'enjeux écologiques dans une forêt. Donc, ça va s'étudier au cas par cas. Et bien sûr, dans les projets, les experts comme alors l'ONF, voilà, ça peut être critiqué bien sûr, mais la FNE 04, la LPO vont être aussi associés aux discussions et notamment sur quel est l'impact réel de ce projet-là. Voilà, est-ce que cette forêt, elle est plus importante que de produire de manière propre l'énergie, qui doit être produite dans tous les cas. Donc pour l'instant, en tout cas l'électricité en France, c'est essentiellement des centrales nucléaires et qui sont souvent axées sur qui sont souvent loin finalement de là où on habite. Et donc, effectivement, ces projets qui sont quand même des projets industriels et qui ont un impact, ça c'est inévitable, ces projets-là ont un impact, on ne s'en cache pas. Par contre, on va mesurer ces impacts-là avec l'aide d'experts. Et notamment, l'étude d'impact permet ça, même si parfois, elle manque un petit peu. Nous, on est assez attentifs à ce que l'étude d'impact soit réalisée correctement. Ok, merci beaucoup Sophie. Je suis désolée, il y a plein de questions, donc c'est vraiment pas évident. Il y a pas mal de questions sur les terrains, et du coup, je vais prendre celle sur l'action de l'installation du PV en zone inondable prairie. Parce que ce sont les seuls terrains disponibles sur certaines communes. Comment est-ce que ça se passe sur ces types de terrains? Est-ce que y a des possibilités de production ou pas du tout? Comment ça se passe? Alors effectivement, là, il y a des territoires sur lesquels des zones rouges dans le PPRI, donc c'est le plan des risques naturels qui définit où est-ce qu'on peut construire et où est-ce qu'on ne peut pas construire, où est-ce que le projet est possible ou pas. Dans certains territoires, ces zones rouges sont complètement inconstructibles. On ne peut pas prévoir de projet sur ces zones. Donc là, c'est très compliqué, à part vraiment de pouvoir avoir une discussion avec la DDT, de faire une modification du PPRI. Ça va être très complexe. Par contre, il y a certains territoires qui ont déjà un petit peu anticipé le fait que en fait, les installations photovoltaïques, ce n'est pas du logement, il n'y a pas de personnes sur place, donc au niveau du risque des personnes, c'est pas exactement pareil que des logements. Les structures peuvent être surélevées aussi, et donc dans certains règlements de PPRI, c'est explicité. Oui, les centrales au sol sont permises à condition d'être 20-50 cm au-dessus de la cote de référence. Et donc là, ils ont anticipé déjà la problématique parce que effectivement, en général, ces zones-là peuvent être inondées. On a une cote de référence des inondations. On sait que l'eau, elle va pas monter à plus de 20-30 cm au-dessus du sol. Et donc là, il n'y a aucun... en gros, les panneaux peuvent avoir les pieds dans l'eau si c'est des périodes qui sont assez espacées. S'ils n'ont pas tout le temps les pieds dans l'eau, c'est possible en tout cas qu'en cas d'inondation, on puisse avoir les pieux battus qui trempent dans l'eau. Ça, c'est tout à fait compatible en tout cas. Et c'est d'ailleurs le cas pour l'équipement des bassins de rétention où on surélève les structures. Il y a des projets sur bassins de rétention qui se font. Ok, trop bien. Merci beaucoup. C'est vrai que la question des terrains revient pas mal. Il y en a une que j'aime bien, qui est peut-on associer biodiversité et champs solaires? Et comment, si on veut l'améliorer, on peut l'améliorer? Oui, alors c'est une bonne question. Effectivement, nous, de toute manière, avant de vraiment se lancer sur les panneaux, les parcs au sol photovoltaïques, on avait essayé de retrouver dans la bibliographie des retours de suivi faune-flore post-installation, en exploitation, pour voir vraiment quel est l'impact sur la biodiversité de ces parcs au sol, parce que
Bon, il y a beaucoup de on-dit ou d'idées préconçues, mais est-ce que c'est le cas vraiment? Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on a une baisse drastique de la biodiversité après avoir installé des panneaux solaires photovoltaïques? Alors, on a très peu d'études. En fait, c'est quasiment, enfin, en tout cas, il y a 5 ans, c'était quasiment impossible d'en trouver. Là, on commence à en trouver. Les études commencent à être divulguées, en gros. En discutant aussi avec les écologues des différents bureaux d'études qui font du suivi post-installation, on se rend compte que ça va être plutôt une transformation de la biodiversité, c'est-à-dire que ça ne va pas être les mêmes espèces qui vont être présentes sur le site après l'installation des panneaux, mais c'est pas une diminution systématique de la biodiversité. On n'a pas systématiquement une diminution. Donc ça va être par exemple des espèces qui vont profiter du parc pour pouvoir chasser. Parce que ça dégage un espace. Donc, il va y avoir, par exemple, des rapaces qui vont venir. Il y a certaines chauves-souris qui vont s'en aller parce qu'elles vont être aveuglées par les panneaux et que, en fait, il y a certaines espèces de chauves-souris que ça dérange et d'autres pas du tout. On retrouve des espèces de chauves-souris avant et après dans le même nombre. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais enfin, voilà, moi, je ne parlerai pas de diminution de biodiversité, je parlerai de modification de la biodiversité et on peut favoriser du coup on va dire le retour de la biodiversité sur le site, notamment en installant des gîtes à reptiles sur le site, des nichoirs aux abords du site. Alors, je parlais tout à l'heure d'aménagement de zones humides. C'était pas bien sûr de créer une zone humide d'un espace qui est complètement sec. C'était par exemple de se dire, voilà, aux abords du terrain, on voit qu'on a une source qui ensuite part dans la nature. Là, on va essayer de contenir justement cette source et de la protéger pour pas que il y ait des quads, par exemple, qui passent par là. Et dans ce cas-là, les salamandres qu'on a relevées, enfin qu'on a recensées sur le site, vont pouvoir profiter de cet espace-là pour leur reproduction, etc. Donc, en tout cas, on peut très bien agir sur le retour de la biodiversité après l'installation des panneaux. Ok, merci beaucoup Sophie. Les nichoirs au niveau du site, c'est une excellente idée, effectivement. Mais hop, il y a aussi des questions sur l'agrivoltaïsme. Alors, il y en a plusieurs. Je pense que je vais faire un amalgame entre les différentes. À la fois que la question de est-ce que chez nous, c'est une stratégie? Est-ce que Enercop se lance bien dans l'agrivoltaïsme? Et ensuite, une précision sur la question de agrivoltaïsme qui est clairement définie par l'ADEME. On a une étude qui est amenée en référence et la personne dit que quasiment aucun projet aujourd'hui dit agrivoltaïque n'est réellement agrivoltaïque. Voilà, je pense peut-être des besoins de clarification sur ce que nous, on met derrière ça. Ok. Alors, il faut savoir que dans en tout cas, l'équipement de terrain agricole pour faire du pâturage, mettre 10 ruches, voilà. En fait, ça s'est beaucoup fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contre-exemples de ce qu'il faudrait faire en agrivoltaïsme. Il y a eu par exemple, nous en PACA, on a 60 hectares de terres agricoles qui ont été équipés avec un parc au sol sans aucune mesure, sans aucune volonté de recréer une activité agricole derrière. Ou alors mettre 3 pauvres moutons. Enfin voilà, on sait que, en tout cas, on a une mauvaise image. Alors moi, j'appelle pas ça de l'agrivoltaïsme, j'appelle ça des projets de parc au sol avec voilà 3 moutons pour faire joli et 2 ruches en disant que ça permet de favoriser l'agriculture. Bon, ça c'est complètement différent de l'agrivoltaïsme au sens du coup de l'ADEME. L'agrivoltaïsme, il y a maintenant une certification AFNOR qui est sortie sur ça. Et donc, il y a aussi, pour définir cet agrivoltaïsme, des critères très précis, notamment le fait qu'il y ait une parcelle témoin. Ça, c'est maintenant, tous les services instructeurs ont la définition de l'ADEME et la certification en tête. Donc, il n'y a pas de projet sur terrain agricole qui vont sortir, excepté ceux qui répondront à ces critères. Donc, la parcelle témoin, le partage des dividendes avec l'agriculteur, et notamment
le fait que le projet de parc au sol permette le maintien d'une activité agricole qui pourrait disparaître s'il n'y avait pas de parc au sol. Par exemple, voilà, quand l'activité n'est pas assez rentable ou qu'elle elle est plus assez intéressante pour l'agriculteur en tout cas. Tac, tac, tac. Et il y avait aussi donc le gagnant-gagnant, la parcelle témoin. Et tout projet agrivoltaïsme nécessite une étude préalable agricole qui coûte dans les 10 000 euros et qui doit être fait par un organisme qualifié pour justement calculer la valeur de l'activité agricole après avant et après le parc. Voilà, donc c'est assez cadré maintenant. Ça vient de sortir, enfin ça vient de sortir, je veux dire, c'était l'année dernière que le label AFNOR est sorti, donc c'est assez récent. Effectivement, peut-être que l'image de l'agrivoltaïsme va un peu changer maintenant. Nous, chez Enercop, on ne fera pas de prospection sortante, c'est-à-dire que pour l'instant, en tout cas, ce qui a été décidé dans les réseaux des coopératives, c'est qu'on n'ira pas, nous, chercher des projets. Par contre, si on est sollicité par des agriculteurs de notre réseau et de notre écosystème, comme tu disais, Julien, là, on va essayer de créer un projet agrivoltaïque vitrine, donc avec vraiment tous les critères cochés, et notamment si c'est de l'agriculture biologique. Voilà. Donc, on ne fera pas de prospection sortante, mais on répondra aux sollicitations et on essaiera de faire les plus beaux projets possibles. Ok, super. Merci beaucoup, Sophie. Une question aussi sur l'écosystème humain, la concertation. Donc, c'est Jean-Paul qui se pose la question, est-ce que la concertation, elle ne serait pas biaisée par le fait que seuls se manifestent des opposants ou des inquiets? Alors, du coup, effectivement, je pense que classiquement, se manifestent les opposants ou les inquiets dans les réunions publiques. Ensuite, notre méthodologie de concertation permet aussi d'avoir des soutiens, et notamment en enquête publique, on a dans le registre du commissaire enquêteur beaucoup de commentaires de soutien au projet. Parce que y a eu un comité de suivi qui a été constitué et qui se réunit tous les 2 mois, qui suit le projet, parce qu'il y a eu des ateliers thématiques participatifs où on a demandé l'avis aux gens sur notamment les méthodes ERC, éviter, réduire, compenser, où on a par exemple proposé vraiment 3 ou 4 implantations possibles en informant de tous les enjeux qu'il y avait autour, de façon à ce que les groupes choisissent leur implantation finale. Voilà, donc on essaye aussi avec ces méthodologies-là de concertation de faire en sorte que le territoire, ils se disent est-ce que ce ne serait pas une opportunité plus que une contrainte. Est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de ce projet-là pour emmener les écoles et les collèges sur le circuit pédagogique, montrer ce que c'est qu'un projet industriel de production d'énergie propre? Est-ce que ça ne pourrait pas être l'occasion de lancer une dynamique locale et de créer une coopérative solaire parce qu'il n'y en a pas? Enfin, voilà, donc l'idée, c'est aussi de ne pas être en mode colonial, s'implanter sur un territoire et gagner des bénéfices au profit du territoire, comme le font la plupart des développeurs, mais c'est d'aller créer un projet qui va générer une dynamique derrière locale intéressante pour la transition énergétique. Ok, je vais prendre encore quelques questions, parce qu'il y en a qui peuvent faire un peu des patates de questions, donc en fait j'en profite. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui répondent derrière l'écran, il y a plus de 130 questions, donc c'est vraiment un super travail. Donc sur la question de la compensation, il y a pas mal de remontées comme quoi la compensation c'est un mirage, ou que la notion de compensation c'est un petit peu douteux parce que ce qui détruit ça compense pas. Il y en a qui disent aussi qu'on parle de greenwashing pour les compagnies aériennes par exemple. Comment est-ce que nous on se positionne là-dessus, notamment les métiers du développement? Alors, bon, sur les séquences ERC, c'est vrai que c'est rarement suffisant. Enfin, en tout cas, pour en avoir vu quelques-unes, déjà, elles ne sont pas toutes adaptées au territoire. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que c'est des copier-coller de mesures ERC d'autres projets qui ont été faits ailleurs, dans d'autres contextes, d'autres enjeux, etc. Donc, c'est un peu... c'est vrai que
elles sont critiquables, hein, ces mesures. Enfin, en tout cas, il y en a qui sont critiquables. Là, sur les projets ENERCOP, et via notamment les ateliers thématiques, on va essayer de faire en sorte que ces mesures ERC, elles soient le plus adaptées, le plus utile possible pour le territoire. Et notamment, je cite un exemple, donc qui va peut-être susciter d'autres remarques et questions. Donc pour notre projet, on a du défrichement. Comme je disais tout à l'heure, la forêt a été jugée, on va dire, moins intéressante que le fait d'injecter de l'énergie propre parce que avec une espèce envahissante, avec mono-espèces, donc très peu de biodiversité, etc. Par contre, ce défrichement génère, enfin, derrière automatiquement un fonds de compensation, ça c'est obligatoire, qui souvent tombe dans la poche de l'État, et l'État en fait ce qu'il veut. Mais au lieu du fonds de compensation pour le défrichement, on peut aussi choisir de le flécher sur des activités sylvicoles, sur des actions sylvicoles précises. Et du coup, avec par exemple notre groupe de travail, on a identifié localement quelles étaient les actions les plus utiles sur les forêts locales à faire. Et à l'aide du CRPF et de l'ONF, on a identifié une dizaine de projets pour replanter des espèces locales, notamment pour s'occuper d'une forêt qui avait été dévastée par un incendie, remettre sur pied justement les arbres qui repoussent derrière, réimplanter le mélèze, qui est une espèce locale et qui disparaît au détriment du pin sylvestre. Enfin, voilà, donc du coup, c'est vraiment, je pense, on essaye de réfléchir assez intelligemment à ces mesures ERC. Et les compensations que proposent les bureaux d'études, parfois, on va bien au-delà et on en propose d'autres. Voilà. Ok, ben, merci beaucoup. Allez, je vais peut-être prendre encore une dernière question sur la question des préconisations sur la localité des fournisseurs de panneaux solaires français, européens. Comment ça se passe sur les projets aussi au sol? Comment est-ce qu'on fait ce choix-là? Alors, on peut tout à fait. Alors, ça peut être une décision, une codécision prise avec justement le territoire. Ça peut être. On peut laisser de la marge de manœuvre aussi sur le choix des matériaux, dont les panneaux. Donc, effectivement, alors nous, on a encore pas de projet qui arrive à ce stade-là. En tout cas, dans le réseau, on n'a pas encore eu ce choix à faire, mais évidemment, si on peut s'orienter vers des panneaux assemblés en Europe, on le fera. On essaiera que ce sujet-là soit aussi un sujet partagé avec les groupes de suivi, les habitants. Voilà. Après, il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, on a un contexte assez compliqué d'approvisionnement et de production. Le mieux, ça serait que la France relocalise et du coup qu'on ait à nouveau des fabricants de panneaux qui soient voilà, qui soient assez gros pour pouvoir aussi proposer des panneaux à un tarif équivalent. Enfin voilà, donc du coup on va dire que effectivement aujourd'hui, c'est la Chine qui a pris le marché, il ne faut pas se le cacher, mais on va essayer d'être le plus éthique possible aussi sur ces choix-là. Ok, merci beaucoup Sophie. N'hésitez pas à poser des questions sur le village si vous trouvez qu'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas été servi. Voilà, donc le webinaire va bientôt se terminer. Je vous remercie beaucoup. Donc merci à Julien, merci à Sophie, merci à toutes les personnes qui étaient derrière l'ordinateur à répondre à toutes vos questions. On espère vous revoir prochainement sur un autre webinaire. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.